Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences habitataires sur le thème numéro 3, le corps humain et la santé, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler ici du fonctionnement des appareils reproducteurs. Alors donc là on va parler vite fait du cache homme, après du cache à femme, ce qui nous permettra par la suite de parler de choses un petit peu plus, on va dire, pas chelou pour certains, mais de choses un petit peu plus concrètes entre guillemets. Voilà, c'est comme ça qu'on va le dire entre guillemets. Bon, mais évidemment le but, vous savez très bien, le but de ma chaîne c'est pas faire de la pornographie professionnelle. Donc là bon, je vous parle de ça parce que c'est un truc qui est déjà au programme de une, et de deux parce que en plus, sans savoir en fait, je sais pas si vous en rendez compte, mais on n'est pas né dans les choux non mais je sais pas, il y a des gens en 2019, ils croient encore qu'on est né dans les choux. Non, je vous rassure, on n'est pas né dans les choux. On est né via un processus que je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Enfin bref, en tout cas voilà. Et du coup en fait tous les changements, tous les trucs que je vous parle ici, voilà, c'est ça qui permet après de faire le processus dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà, bon alors là on va s'intéresser d'abord au fonctionnement des appareils reproducteurs chez les hommes. Alors donc chez les hommes justement, vous avez des testicules qui produisent des spermatozoïdes en continu, ok. C'est la grande différence avec les femmes où ça se fait par cycle, alors que chez les hommes en fait on n'a pas de cycle, et du coup les spermatozoïdes ils sont produits en continu, et du coup ces spermatozoïdes qui sont produits en continu après on relâche tout simplement du sperme. Et le sperme justement c'est quoi? C'est tout simplement le liquide en fait qui est relâché dans lequel il y a des spermatozoïdes, et pas qu'un mais des millions de spermatozoïdes, ok. En gros les testicules produisent des spermatozoïdes qui sont ensuite relâchés, et donc ils sont relâchés par un liquide qu'on appelle le sperme. Et donc le sperme c'est un liquide qui est composé de millions de spermatozoïdes, mais également donc c'est composé du liquide séminal, ok. Voilà. Et donc justement en fait ces spermatozoïdes sont éliminés par le sperme, et donc ils sont émis vers l'extérieur, donc en gros en dehors de l'organisme au moment de l'éjaculation, ok. Voilà. Donc je vous dis, quand vous éjaculez les garçons, en gros quand vous libérez vos spermatozoïdes via le sperme, et du coup en fait tout simplement il y a des spermatozoïdes, et il y en a des millions comme ça, ok. Et du coup ça, à partir de ça, on peut s'en douter, peut-être qu'on fera un bébé. Alors pour l'instant je vous laisse faire des suppositions, mais après on verra dans une prochaine vidéo qu'en est vraiment le processus. Bon, alors là on a vu rapidement que les testicules produisaient des spermatozoïdes qui sont relâchés via le sperme, qui est un liquide composé du liquide séminal, et puis également de spermatozoïdes, voire de millions de spermatozoïdes, ok, et qu'ils étaient éliminés vers l'extérieur, au moment de l'éjaculation. Alors on va parler également des autres organes qui sont mis en œuvre dans le fonctionnement des appareils reproducteurs. Vous avez par exemple les testicules, comme je vous disais, ils produisent les spermatozoïdes qui sont éliminés via le sperme, ok. Et donc justement vous avez également l'épididyme, ok, qui rend les spermatozoïdes mobiles, ok. C'est-à-dire en gros ils peuvent se déplacer, quoi. Et donc sans l'épididyme, les spermatozoïdes ne pourraient pas se déplacer. Après vous avez la prostate ou les vésicules séminales. Donc la prostate et les vésicules séminales produisent les liquides plus précisément du sperme, ok. Donc sans ça en fait on ne pourrait pas avoir tout simplement de liquide, ok. Et donc on aurait des spermatozoïdes qui sortiraient brutes. Alors bien évidemment, vu que c'est très 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 microscopique, du coup on ne les verrait pas à l'œil nu. Il faudra un microscope pour les voir, mais voilà, les spermatozoïdes en gros ils sortiraient bruts. Après vous avez le spermidocite, ou encore le canal déférent. En gros le spermidocite ou bien le canal déférent permet en fait de transporter les spermatozoïdes. En gros c'est ça qui va assurer le transport finalement des spermatozoïdes vers la sortie, quoi. Et ensuite vous avez l'urètre qui lui permet tout simplement l'éjaculation, et sans ça on n'aura pas d'éjaculation. Voilà. Bon, alors avant de vous montrer un petit peu le trajet de tous ces liquides, de toutes ces choses-là dans le corps et chez l'homme plus précisément, je vais vous montrer un petit peu rapidement la coupe longitudinale, ok. Donc la coupe en gros d'un testicule, ok. Alors ici vous avez en gros les tubes séminifères, vous avez la tête de l'épididyme, ok, donc qui permet
le déplacement des spermatozoïdes. Et vous avez le corps de l'épididyme ici, voilà, voilà. Donc ici vous avez la tête, le corps de l'épididyme et le canal déférent. Donc le canal déférent, on l'a dit, bah, en gros il permet de transporter les spermatozoïdes. Et puis ensuite vous avez la queue de l'épididyme, ok. Donc tête ici, le corps qui est ici, et après bah, vous avez la queue qui est tout derrière. Et le canal déférent, bah, lui il permet en fait le déplacement de ces spermatozoïdes. Les tubes séminifères que vous voyez ici, bah voilà, voilà, c'est bah tout simplement, ça fait partie du testicule, ok. Voilà, voilà. Et justement, pour voir un petit peu plus en détail bah, qu'est-ce qu'il y a dans un tube séminifère, je vous propose de voir vite fait une représentation schématique bah, du tube séminifère, tout simplement. Alors, petite chose comme ça avant bah, de faire la suite. Je vous dis tout de suite, en contrôle de SVT, en interrogation, en brevet blanc, en brevet, on n'acceptera jamais les abréviations qu'utilisent les profs de SVT. Je sais pas vous, mais moi, personnellement, et même mes profs de SVT le font, quand on a écrit spermatozoïde 15 fois dans une copie, c'est chiant. Quand on a écrit par exemple être vivant 21 fois, c'est chiant. Et bah eux, vous voyez, eux ils écrivent quasiment tous les ans. Donc pour se simplifier la vie et pour avoir entre guillemets moins mal à la main, ils écrivent par exemple pour spermatozoïde SPZ. Et après pour également, bah, qu'est-ce qu'on a d'autre comme abréviation qu'on utilise souvent en SVT, bah, vous avez également l'être vivant. Bon, du coup vous avez également EV qui signifie être vivant. Ou vous avez également IG que je viens d'apprendre ici, qui veut dire intestin grêle. Alors toutes ces abréviations là, on n'en veut pas dans les contrôles de SVT, on n'en veut pas dans les brevets blancs, on n'en veut pas dans le brevet, ok. Faut prendre le temps d'écrire bien les mots, ok. Parce que forcément, si après tout le monde va communiquer en langage SMS entre guillemets, ou en langage bizarre, et du coup bah après on se comprendra plus quoi. Alors s'il vous plaît faites un effort, on écrit spermatozoïde, écrivez spermatozoïde. Et d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas écrire spermatozoïde, je l'ai écrit ici, c'est SPERM. C'est SPERMA et pas O, TOZOI, bah le I très mal bien évidemment, IDE, ok. Donc vous faites l'effort de bien l'écrire. C'est comme on voit ici, il n'y a pas 150 000 lettres H quoi, ok. Voilà, il n'y en a pas 3 ou 4 hein. Bon, donc voilà, je vous préviens parce que franchement ça, je commence à en avoir marre personnellement que dans tous les contrôles on voit ça hein. Des abréviations genre spermatozoïde ou être vivant. Les profs utilisent parce que forcément eux ça fait longtemps qu'ils ont utilisé les mots. Et dans ce cas là bah, au bout d'un moment ils sont obligés quoi d'utiliser des abréviations. C'est comme aussi en physique je crois, il y a, enfin en tout cas nous on faisait comme ça, il y a l'abréviation, il y a les abréviations aussi pour l'atome. Atome ATH ou également molécule MLC. Bah justement ces abréviations là pareil elles sont pas officielles. Donc vous n'utilisez jamais dans une copie d'examen, ok. Ou même de contrôle parce que c'est sanctionné quoi. Hein, donc attention, on utilise des abréviations, c'est pour aller plus vite. Quand on est au cours, mais après, faut savoir ce que ça veut dire. C'est pour ça moi, je mets toujours la traduction, ok. Mais après vous avez normalement qu'est-ce que ça veut dire. Alors donc bah vous avez une représentation schématique du tube bah, séminifère. Donc dans le tube séminifère, on trouve bah, des cellules qui représentent en fait le futur spermatozoïde. Donc vous avez les cellules du futur spermatozoïde. Après au centre du tube séminifère, on peut constater en fait bah, la lumière du tube, ok, donc une partie assez blanche, et donc du coup bah là c'est la lumière du tube, et puis tout autour ce que englobe c'est le tube séminifère, ok. Après vous avez également des cellules de Sertoli, ok, et vous avez également les cellules de Leydig ou bien les cellules interstellines, ok, interstelles. Bon alors je préfère dire les cellules de Leydig, mais après vous pouvez retenir autrement, ok. Donc là ici c'est les cellules de Leydig, les cellules de Sertoli, et puis après vous avez tout plein de choses de la lumière du tube, ce qui entoure autour le tube séminifère, et après vous avez les cellules du futur spermatozoïde. Et du coup bah on vous a même montré ici sur le schéma et bah un spermatozoïde, voilà, magnifique hein. Alors avant qu'on passe à la femme, petite chose à pas confondre, ne confondez jamais le sperme avec le spermatozoïde. Le spermatozoïde c'est quoi? Bah c'est tout simplement finalement et bah les petits organes quoi. Enfin c'est même pas des organes, c'est plutôt les petits êtres vivants à la limite qu'on pourra dire. Parce que un organe bah il est fixe et il n'est pas vivant. Tandis que la spermatozoïde bah il se déplace et tout, donc on pourrait considérer ça comme un être vivant. Donc les spermatozoïdes c'est quoi? C'est des petits êtres vivants en gros qui se déplacent et bah pour aller vers quelque part quoi. Ok, voilà. Alors que tandis que le sperme, lui le sperme bah c'est un liquide quoi. C'est le liquide que vous rejetez.
durant une éjaculation par exemple, vous les garçons. Alors juste pour vous montrer à quoi ça ressemble également un spermatozoïde chez les humains bien évidemment, et je vous ai représenté, en tout cas on vous a représenté ça donc sous forme de schéma. Donc ici vous avez tout autour du spermatozoïde et la membrane. Ensuite vous avez le noyau de la cellule, parce qu'un spermatozoïde finalement c'est quoi? Ce n'est qu'une cellule quoi en gros. Donc on pourrait considérer ça à la limite comme un être vivant, mais c'est une cellule plus précisément, ok? Bon, puisque voilà, puisque c'est un noyau et une membrane. Et à l'intérieur de la cellule, vous avez le cytoplasme. Ici, cette partie-là, on appelle ça la tête. Et cette partie-là, on appelle ça la pièce intermédiaire. Et le reste, on appelle ça la flagelle. Ok? Voilà. En gros, un spermatozoïde, sa taille, c'est de l'ordre de 55 micromètres. En gros, c'est de l'ordre du micromètre, la taille. Et donc voilà, c'est plutôt de l'ordre de 55 micromètres, je vous dis à peu près. Alors du coup là maintenant on va parler comment ça fonctionne chez la femme logiquement. Donc là bon pareil, je vais pas vous spoiler, je vais pas non plus parler de tous les détails, mais bon je vais quand même vous parler de certaines choses qui sont quand même importantes, ok, de la base quoi, ce qu'il faut savoir. Après si vous voulez être extraordinaire, expert d'affaires, foncez, il y a toujours des recherches à faire, vous pouvez toujours en faire. Pareil chez l'homme, si bon vous considérez que vous voulez en savoir plus, maintenant il y a internet, on peut toujours savoir plus, hein. Voilà. Mais je vous donne la base, bien évidemment les clés de la base. Bon, donc la femme, donc l'appareil reproducteur, lui, fonctionne à partir de la puberté et jusqu'à la ménopause. Et là, certains vont me dire, mais c'est quoi la ménopause? Bon, en gros, la ménopause, c'est, pour vous simplifier l'affaire et pour vous expliquer tout simplement, c'est le moment où il n'y a plus d'ovaires de produite. Ok, voilà. De ce cas-là, il n'y a plus d'ovaires de produite, il n'y a plus d'ovules de produite, et du coup, il n'y a plus de règles. C'est le moment, en gros, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Et donc, c'est le moment où, précisément, vous pouvez même plus faire de bébé, quoi. Donc, c'est ça qu'on appelle la ménopause. C'est plus précisément le moment où la femme ne peut pas faire de bébé, parce qu'elle n'a plus d'ovules de produite, ok. Voilà. Et donc, là, pareil aussi, si vous écoutez un petit peu, pour la ménopause, il y en a qui ont des... en gros, ça dépend. Ça dépend vraiment, c'est assez variable d'une femme à une autre. La ménopause, en gros, on la fixe autour de 45-50 ans. Mais ça dépend de votre stock, déjà d'une, d'ovaires que vous avez d'ovules que vous avez dans les ovaires. Donc si vous avez une grande quantité d'ovules dans les ovaires, du coup, forcément, ça va durer plus longtemps. Mais ça va dépendre également, finalement également de combien d'ovules sont produites par l'ovulation tout simplement. Alors en général c'est une ovule qui est produite par l'ovulation. Alors donc voilà, vous avez des ovules qui sont produits par l'ovulation, mais du coup est-ce que c'est tous les mois, est-ce que c'est régulier? Bref, vous voyez, c'est assez, faut se poser des questions quoi. Donc là les femmes aussi, et là j'allais revenir par là, est-ce que c'est régulier, est-ce que c'est pas régulier, tout ça. Quand on parle de ça chez les femmes généralement, et qu'on parle du coup des ovules, tout ça, on a aussi tendance à penser aux règles. Bon, personnellement dans cette vidéo, les règles, je les appelais menstruations. Pourquoi? Parce qu'en réalité, leur nom scientifique aux règles, c'est les menstruations. Donc chez les filles, justement, c'est là où on allait en venir, vous avez des cycles qui durent à peu près. Je dis à peu près parce que c'est moyenne, et parce que ça dépend d'une femme à une autre. Et ça dépend de plein de choses, notamment du stress, de comment vous êtes et tout. Donc franchement, un cycle peut être très vite déréglé. Voilà, par exemple, si vous êtes plus nerveuse, c'est sûr que le cycle va être totalement déréglé. Et voilà, et puis je vous dis ça dépend d'une femme à une autre. Mais en gros, scientifiquement parlant, un cycle en gros dure à peu près un mois, quoi. Ce qui veut dire à peu près 28 jours. À peu près, j'ai dit. Parce que franchement, d'une femme à une autre, ça varie. Alors là, pareil, c'est 28 jours environ. Et donc, les cycles, ils durent 28 jours environ. Et donc, un cycle, ça démarre par tout simplement les règles, ok. Donc en gros, les règles c'est quoi? C'est justement, et là je vais bien vous expliquer parce que faut vous rentrer ça dans le crâne. Et du coup, pour vous rentrer ça dans le crâne, forcément rien de tel que tout simplement ceci. Alors ceci, ça montre quoi? Ceci, ça vous montre l'épaisseur de la muqueuse utérine et donc des jours. Alors là, vous avez les jours ici et vous avez l'épaisseur de la muqueuse utérine. Alors là, on considère que le cycle ici dure 28 jours, mais comme je vous dis, c'est variable d'une femme à une autre, ok. Mais normalement, en moyenne, un cycle, chez une femme, dure 28 jours, ok. Alors bon,
qu'est-ce qu'on peut observer sur un cycle? On peut observer qu'au début du cycle, vous avez les règles, ou les menstruations si vous voulez. Et donc du coup, ces menstruations, ces règles, vont faire que la muqueuse utérine va être détruite. Et de là, du sang va couler, et du coup, voilà, c'est ça qu'on appelle les règles, en gros les menstruations. Donc les menstruations ou les règles, c'est tout simplement la destruction de la muqueuse utérine, et du coup, une fois que cette muqueuse utérine a été détruite, là, du sang, tout simplement, se libère. Et donc c'est ça qu'on appelle les règles, ok, voilà. Bon, alors là, vous allez me dire, mais en fait, elle se reconstruit ou pas la muqueuse utérine? Alors oui, bonne nouvelle pour les femmes, heureusement pour vous, la muqueuse utérine se reconstruit. Finalement, la nature est bien faite. C'est vrai, je me suis déjà dit l'affirmation plus de 50 fois, mais c'est vrai, la nature est bien faite. Bon, sérieusement. Donc je vous dis, bon, du 5e au 28 jours, donc en gros, après les règles, la muqueuse utérine, forcément, elle se reconstruit. Et après, une fois que la muqueuse utérine s'est reconstruite et tout, finalement, la femme, elle va vivre une bonne vie tranquillement. Et elle n'aura plus du sang qui coule et tout. Ensuite, une fois que pour que le cycle soit terminé, il faut qu'il y ait à nouveau du sang qui coule, ok? Donc en gros, il faut qu'il y ait à nouveau des menstruations. Et c'est là qu'un nouveau cycle commence. Et du coup, le cycle que tu avais avant, il s'est arrêté, ok? À partir du moment où, finalement, il y a du sang qui coule, c'est un nouveau cycle qui commence. Alors c'est pour ça que les femmes, un conseil que je vous donne, et on en reparlera tout à l'heure, il faut que vous ayez un calendrier dans lequel vous notez des dates des règles, ok? Comme ça après, si vous avez envie de vous amuser, vous pourrez vous amuser parce qu'il y a pas mal à s'amuser avec ça, les règles. On en parlera un petit peu plus tard. Du calme, tout douloulou. Alors oui, un calendrier, ça sert à quoi? Ça sert à noter justement les dates des règles, principalement. C'est juste ça en fait. Quand vous avez vos calendriers des règles, vous notez le premier jour où vous avez vos règles, c'est tout. Donc en gros, quand il y a du sang qui coule et tout, le premier jour où ça commence, vous notez dans le calendrier. C'est pas dur, hein. Vous prenez votre téléphone, vous prenez un vieux calendrier, je sais pas quoi, un papier, un carnet, enfin je sais pas. Vous mettez la date des règles, donc la première date où vous avez du sang qui coule, et puis c'est bon. Et c'est de là qu'après, une fois que le cycle sera terminé, donc en gros qu'on aura démarré un nouveau cycle avec à nouveau des règles, encore des menstruations, et du coup c'est là où ça va être intéressant de faire des choses. On va pouvoir calculer à partir de ça déjà la durée des règles, ok? La durée des règles, finalement c'est le nombre de jours dans lequel vous avez eu du sang qui coule. Facile, hein? C'est pas très compliqué. Et après on peut calculer un autre truc aussi qui est intéressant, c'est la durée du cycle. Et oui, combien de temps le cycle a duré. On peut calculer également la date de l'ovulation. Et justement, là, il y en a encore qui vont poser la question. Mais c'est quoi l'ovulation? On va y répondre dans quelques minutes. Attendez quelques secondes. L'ovulation, c'est quoi? C'est le moment où, justement, un ovaire va libérer un ovule. Et justement, c'est ça. C'est en gros quand vous aurez un ovaire qui va libérer un ovule, ok? Donc en gros, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble ça. Alors là, c'est un schéma qu'on reparlera dans une prochaine vidéo, mais du coup, j'ai trouvé que c'était le meilleur pour, pour bien vous montrer les choses. Donc, lorsqu'il y a ovulation, vous voyez ici que vous avez les ovaires. Dans ces ovaires, vous allez avoir des ovules qui vont être libérés. Et une fois que ces ovules vont être libérés, c'est ça qu'on appelle l'ovulation. C'est en gros le moment où vous avez des ovules qui sont libérés depuis les ovaires. C'est ça l'ovulation. Et l'ovulation est calculable parce qu'en fait, l'ovulation, c'est tout simplement 14 jours avant le prochain cycle. Alors oui, calculer la date d'ovulation, c'est pas compliqué. Il suffit de compter 14 jours avant le prochain cycle. C'est pour ça qu'en réalité, malheureusement, avoir un bébé, c'est un peu une histoire de chance. Parce que du coup, il suffit que la femme ait été stressée pendant que l'homme et la femme, du coup, se fassent reproduction. Et du coup, il suffit que la femme a été stressée pendant le cycle, que du coup, ça dérègle. Et du coup, en fait, ça va tout simplement retarder le prochain cycle. Du coup, forcément, vous avez deviné, le bébé ne pourra pas se former. Alors, on regardera après dans une prochaine vidéo pourquoi et comment un bébé va se former et tout. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais du coup, voilà, je vous dis. Mais du coup, voilà. En gros, une ovulation, c'est 14 jours avant le prochain cycle. Et donc, ça libère depuis un ovaire une ovule. Ok? Voilà. C'est intéressant, hein? Alors d'ailleurs, petite parenthèse, pourquoi justement chez les femmes vous avez du sang qui coule lors des menstruations? Parce qu'on pourrait penser que la muqueuse utérine est détruite et du coup normalement il ne devrait pas avoir de sang qui sort, mais par exemple on a un organe entier qui sort. C'est parce qu'en fait la muqueuse utérine
quand elle est reconstruite, et même avant les règles, et bah, elle est riche en vaisseaux sanguins. Et du coup, bah, quand cette muqueuse utérine va être détruite, et bah, forcément, les vaisseaux sanguins également vont l'être. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'il y a du sang qui coule. Voilà. Vous avez compris maintenant, je pense. Bon, je pars pour les filles, mais également, bon, les garçons, ça vous intéresse un peu, vous pouvez être... Enfin, je pense notamment à la d'ovulation, ça peut être intéressant pour la construction d'un bébé. Donc si les garçons, vous êtes intéressés par ça, vous pouvez toujours. Parce que surtout que plus grand, et bah, si vous voulez faire un bébé avec et bah, une femme, justement, bah, c'est intéressant de connaître ça. C'est intéressant de voir où sont ses règles, savoir calculer une date d'ovulation pour estimer, du moins, quand elle aura le bébé. Parce que oui, bien évidemment, c'est juste une histoire d'estimation, puisque on ne peut pas savoir quand ira le prochain, enfin, où et comment va commencer le prochain cycle. Donc du coup, on ne sait pas exactement, mais on peut estimer à partir des calendriers de règles, à peu près, hein, j'ai en moyenne, où pourrait situer la date d'ovulation, quoi. Alors après, il y en a qui vont la calculer à l'heure près. Pourquoi pas, c'est très précis. Il y en a qui vont le calculer au jour près. Et il y en a, bon, ils vont être un peu flemmards, ils vont calculer à la semaine près. Alors, à la semaine près, c'est pas bon. Parce que justement, bah là, vous allez avoir plus de chances de pas pouvoir faire le bébé. Après, à l'heure près, c'est parfait. Et au jour près, bon, ça marche encore un petit peu. Vous avez plus de chances d'avoir un bébé quand même. Alors du coup, bah voilà, on a parlé de l'état de la muqueuse utérine. Maintenant, on va parler des ovules. Donc, pour vous montrer vite fait, du coup, voici un ovule. Dans l'ovule, et bah, ici, donc, vous avez, et bah, un ovaire. Dans les ovaires, vous avez des follicules, ici. Voilà, donc follicule mûr, le follicule secondaire et également le follicule primaire. Et après, bah, quand on regarde un peu plus en détail, on voit des choses intéressantes. Alors, on voit toujours notre follicule autour, là, qui entoure l'ovule. Donc, la follicule de 2 graphes. Ensuite, on voit à l'intérieur de cette follicule de 2 graphes, un ovule. Et donc, en fait, le follicule de 2 graphes, comme vous pouvez voir ici, en fait, quand il devient mûr, le follicule de 2 graphes, c'est là où l'ovule va sortir de l'ovaire. Et du coup, c'est là que, du coup, on a ce qu'on appelle tout simplement une ovulation. Et du coup, ce follicule va devenir un corps jaune. Un corps jaune, c'est quoi? C'est tout simplement une espèce, ok, qui est pas jaune, mais qui est blanche, quoi, quand on l'observe au microscope. Voilà, donc du coup, du 1er au 13e jour, vous avez un follicule qui mûrit tranquillement, ok. Donc en gros, c'est, on va mûrir le follicule. Après, au 14e jour, donc là, on a dit au 14e jour parce qu'on a un cycle de 28 jours. Mais arrêtez, on aurait dû dire au 14e jour avant les prochains cycles, ok. Mais vu que le cycle est en 28, du coup, vous divisez par 2, ça fait 14. Donc, du coup, au 14e jour avant le prochain cycle, et du coup, vous avez l'ovule qui sort de l'ovaire, ok. Voilà, volo. Donc, du coup, conclusion, il y a ovulation. Puis du 15e au 28 jours, puisqu'on est sur un cycle de 28 jours, et l'ovule va se déplacer vers l'utérus. Et donc, le follicule, comme je vous disais, va devenir un corps jaune. Alors là, pareil, au niveau de l'ovule, il va se déplacer vers l'utérus. Et si il n'a pas rencontré de spermatozoïde, du coup, il n'y a pas de bébé. Et du coup, vous avez l'ovule qui va se détruire automatiquement. Par contre, l'ovule, s'il rencontre un spermatozoïde, on verra dans une prochaine vidéo que ça fait quoi. Du coup, voilà, une fois que ça fait, tout simplement fécondation, après ça fait bébé. Alors, du coup, je laisse comme ça. Bon, du coup, voilà, tout ça pour vous dire, pour avoir un bébé, il faut faire fécondation. Et du coup, on verra un petit peu comment ça marche tout ça. Sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.